Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus dans votre rendez-vous du dimanche. Joyeuse Pâques à ceux qui nous écoutent. Nous sommes ravis de vous accompagner jusqu'à midi, comme à notre habitude, en compagnie de nos invités qui portent une voix libre, forte et n'ont pas peur de déranger avec leurs idées. Je suis toujours accompagné de Stéphane Simon. Bonjour à tous. Et d'Arthur de Vatrigan. Bonjour Arthur. Bonjour. Directeur du magazine L'Incorrect en ce moment dans vos kiosques avec ce numéro audiovisuel. J'accuse par Charles Laloncle, ce député qui tente de remettre au pas et au régime l'audiovisuel public. Aujourd'hui, nous allons parler avec notre invité d'un sujet hautement polémique, hautement politique et clairement qui dérange. Nous allons parler des gauches antisémites. Nous allons parler de l'antisémitisme de gauche. Alors, avant cela, un préambule. Il ne s'agit pas ici d'invisibiliser ou de passer sous silence l'antisémitisme de droite, d'extrême droite, qui a été sanglant, qui a frappé, qui est extrêmement documenté. Mais nous allons parler de celui qu'on connaît beaucoup moins, l'antisémitisme de gauche, avec l'un de ses spécialistes notamment. Stéphane Courtois est notre invité. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment le mondialement célèbre Livre noir du communisme. Vous êtes aussi l'auteur de cet autre ouvrage, Lénine, l'inventeur du totalitarisme. C'est publié chez Perrin. Mais si nous vous recevons aujourd'hui, c'est pour parler de cette étude que vous avez menée avec l'historien Jean-Louis Panet pour la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol. Cette étude sur les gauches antisémites, comment le basculement antisémite de l'extrême gauche a eu des conséquences. On va y revenir avec vous. Mais avant ça, c'est la tradition. Surtout en ce dimanche pascal, nos deux acolytes ont toujours une carte blanche. Aujourd'hui, c'est Arthur de Vatrigan qui s'y colle. Vous retournez à la messe, Arthur. Exactement. Parce que le nombre de catéchumènes, c'est-à-dire le nombre de baptisés adultes et adolescents, a explosé. Hier soir, lors de la messe pascale, ils étaient plus de 21 000 à recevoir le baptême. Plus de 13 000 adultes, soit une hausse de 28% par rapport à 2025, et plus de 8 000 adolescents, soit une hausse de 10% par rapport à l'année dernière. Mais le chiffre le plus parlant est celui-ci. En 10 ans, le nombre d'adultes baptisés a plus que triplé, avec notamment un phénomène depuis 2023, c'est-à-dire depuis le Covid. Avant, ils étaient 4000. Dans le détail, on voit que les 18-25 ans dominent avec 42%, suivi des 26-40 à 40%. Il y a 20 ans, la moyenne d'âge était entre 45 et 65 ans. Aujourd'hui, elle est entre 25 et 35 ans. Bon, alors je vais rassurer les laïcistes de tous bords, la renaissance de la chrétienté en France n'est pas pour tout de suite. Ces chiffres sur les catéchumènes sont à mettre en perspective avec l'évolution du nombre de baptêmes d'enfants en France, qui a considérablement diminué ces dernières années, baissant de plus de moitié en 20 ans. Mais il y a une question qu'il faut se poser, c'est comment comprendre cette croissance du nombre de baptisés adultes. D'autant que l'accréditation s'obtient bien plus difficilement que des paplards français. À partir du moment où vous demandez le baptême, il faut 2 ans avant d'être baptisé. Donc suivre le Christ, aujourd'hui, relève d'une gageure presque punk. Faut être bougrement bras de zinc pour demander à être sauvé. On appelle ça la foi. Alors on se dit que pour eux, les sommations du monde n'y changeront rien. L'élévation de l'âme restera infiniment plus sexy que l'obsession du nombril. Et le confinement a donc laissé des traces, offrant un nouveau coup de projecteur à ce qu'écrivait Bernanos dans La France contre les robots. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et puis il faut aussi noter un renouveau de la liturgie ancienne, plus verticale. C'est peut-être aussi par elle que les cœurs battent un peu plus fort. On veut du beau, du grand, un truc qui nous transcende, comme les 3 B qui nous rappellent que Dieu existe quand on doute. Bach, Bernados et Bardot. Dans une société qui promeut le soi, transforme les vertus en caprices et les promesses en échecs, le catholicisme offre peut-être une porte de sortie pour l'enfant qui ignore la raison de sa tristesse. Parce que être catholique, c'est chercher la vérité, et la vérité, quand on est catholique, c'est suivre le Christ. Et si le verbe, donc c'est incarné, c'était pas pour faire du tourisme, la conversion est une rencontre. Et quand on écoute ces témoignages de ces 21 000 baptisés, les intermédiaires sont nombreux. Alors il y a les saints, mais puis il y a aussi tous les autres, ceux qui vous élèvent, ceux que vous admirez, ceux à qui vous les ressemblez. Et vous pouvez les rencontrer par la lecture. Il y a Blois, Bernanos, Péguy, tant d'autres. Alors je vous l'accorde, Péguy, c'est pas avec ce dernier que vous avez envie de faire la tournée des bars, mais sa liberté, sa droiture et sa radicalité, observées tout au long de sa vie et de son œuvre, font quand même un peu saliver. Mais vous pouvez aussi les rencontrer au croisement d'une rue, à la tombée de la nuit, assis à côté d'un clochard, ou lorsqu'ils proposent leur vie en échange dans une prise d'otage, comme Arnaud Beltrame par exemple. Et quand on découvre que leur moteur s'appelle Jésus-Christ, forcément la tentation de faire un bout de chemin avec lui peut pointer son nez. Sait-on jamais, peut-être découvrirons-nous la joie.
Eh bien, écoutez, c'était la carte blanche d'Arthur de Vatrigan. Joyeuse Pâques à vous, mon cher Arthur. Tiens, Stéphane Courtois, comment l'ancien communiste que vous êtes reçoit, ou en tout cas regarde ce retour du fait religieux, y compris d'ailleurs chez les catholiques? Y compris d'ailleurs chez moi, une petite fille qui a 7 ans, 8 ans, qui s'est fait baptiser. Bon. C'est arrivé près de chez vous aussi, comme quoi. Oui, à la grande fureur de son arrière-grand-mère, qui était, elle, une fille d'instituteurs laïcs de campagne, les fameux hussards noirs. Bon, ça lui a fait tout drôle. Ça lui a fait tout drôle, surtout qu'elle vient de fêter ses 100 ans. Je la salue. Donc voilà, bon, oui, ce qui vient d'être dit est tout à fait exact. Alors les uns cherchent ce sens dans la Révolution. Il m'a semblé que je l'ai cherché pendant quelques années, et puis je me suis aperçu que ça ne menait pas très loin, même peut-être au désastre. Donc il fallait peut-être faire demi-tour. Oui, vous avez abjuré, c'est vrai. Voilà. Et donc je ne suis pas croyant, je ne m'en cache pas. Mais par contre, c'est vrai que depuis plus de 20 ans, j'enseigne à La Roche-sur-Yon, à l'Institut catholique d'études supérieures, où j'ai trouvé un endroit où on peut s'exprimer librement, ce qui n'était plus du tout le cas pour moi à l'université de Nanterre après le livre noir du communisme, et ni au CNRS, ni etc. J'étais évidemment blacklisté de tous côtés, et à ma très grande surprise, j'ai trouvé ce havre de paix où on ne me demande rien, on me laisse libre absolument, et où c'est vrai que j'ai fait là, pendant 20 ans, un grand cours sur le communisme. Oui. C'est peut-être la raison pour laquelle les catholiques vous avez accordé l'asile à cet endroit-là aussi. Ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Stéphane Simon? Non, j'ajouterais rien. Je pense qu'on peut être, comme moi, aussi un arrière-petit-fils de hussard noir de la République et savoir dans quel pays on vit et savoir que l'on s'inscrit dans une culture commune qui est une culture catholique. Voilà, c'est la vérité. Exactement. Bon, quoi qu'il en soit, Sud Radio sera toujours œcuménique dans tous les sens du terme. Revenons maintenant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui avec notre invité Stéphane Courtois. Je le disais, notamment l'auteur de cette étude pour Fondapol, les gauches antisémites, le basculement antisémite de l'extrême gauche et ses conséquences. Étude que vous avez dévorée, Stéphane. Absolument, mais d'abord je voudrais rappeler que Stéphane Courtois est un directeur de recherche honoraire au CNRS, ce n'est pas rien, membre du conseil scientifique et d'évaluation donc de la Fondapol. Vous avez milité chez les maoïstes pendant longtemps, vous avez voté quelques fois communiste avant de prendre vos distances, et en 1997, vous publiez ce livre noir du communisme dont vous êtes le coordinateur, le préfacier, dans lequel vous avez le fait de gloire d'avoir rappelé que le communisme est peut-être tenu responsable de la mort de près de 100 millions d'êtres humains. Et évidemment, à l'époque, ce livre noir du communisme avait fait beaucoup couler d'encre. Vous êtes par ailleurs chevalier de la Légion d'honneur, récompensé de plusieurs prix, dont celui de l'Académie des sciences morales et politiques. Et vous avez écrit ou contribué à une quarantaine d'ouvrages, ce qui fait ce qu'on appelle une œuvre. Et là, vous nous venez donc à travers cette étude pour parler des dérives antisémites d'une certaine gauche que l'on a pu voir à l'œuvre récemment. La rédaction de ce texte a été achevée plusieurs semaines avant le début de la campagne de nos dernières élections municipales, avant que Jean-Luc Mélenchon ne radicalise son discours à connotation antisémite et ne se laisse aller dans les petits jeux de mots sur Epstein, Frankenstein, sur Glucksmann, etc. Et là, vous dites, il y avait rien d'étonnant à tout cela quand on suit l'actualité de LFI. Si on vous suit bien, l'antisémitisme de LFI n'est pas un accident, mais un parcours balisé, volontaire, une stratégie politique préétablie. Oui, alors, d'abord une petite rectification, je m'en excuse, mais qui me fait rire, parce que je n'ai jamais été décoré de la Légion d'honneur, mais effectivement... C'est ce qu'on trouve sur vous. Vous avez tout à fait raison, et c'est même, pour ne rien vous cacher, un de mes petits-fils de 11 ans qui étant allé farfouiller sur mon ordinateur et sur Internet, est revenu triomphalement en disant « Bon papa, je savais pas, tu nous as caché que tu avais la Légion d'honneur. » J'étais les bras ballants, je lui dis « Mais non, tu blagues ?» Il me dit « Mais viens voir. » Et ils avaient même donné une référence au journal officiel, qu'on est allé vérifier, qui évidemment est fausse. Vous avez plus de chances de l'avoir un jour que la médaille de l'ordre de Lénine, oui, ça c'est oui, clair. Je suis pas très médaille. Pour revenir à notre propos quand même, effectivement, la dérive que l'on est bien obligé de constater depuis maintenant des années, et surtout depuis le 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas contre Israël,
le 7 octobre 2023, on voit bien qu'il y a à l'extrême gauche une radicalisation, et que une radicalisation tout à fait étonnante, puisque c'est un véritable pogrom qui a eu lieu. Plus de 1300 morts. Et que d'un seul coup, on le transforme en un acte de résistance extraordinaire, hein, et qu'il faut soutenir à tout prix, inconditionnellement. Bon. Alors ça, moi, en tant qu'ancien maoïste, à une époque, dans les années 68, 69, 70, 71, où je tenais une grande librairie maoïste en plein centre de Paris, ça m'a rappelé beaucoup de choses, parce que c'était justement le moment où la résistance palestinienne passait à l'action, avec des prises d'otages, avec des attentats, etc., et où toute l'extrême gauche française, en particulier maoïste, soutenait à fond. Hein. Et donc moi je vendais dans ma librairie tout un tas de textes qui soutenaient évidemment complètement toute cette action, à une époque où, il est vrai, on ne se rendait pas bien compte de la dimension fondamentalement antisémite de ces gens-là, parce que ces gens-là se proclamaient antisionistes, mais la réalité, c'était que, bon, plus de juifs chez nous. Et ce qu'ils avaient d'ailleurs déjà fait dans beaucoup de pays, en Irak, en Égypte, etc. Bon, donc voilà un petit peu le problème. Et tout ça a perduré, avec des hauts et des bas. À certains moments, c'est devenu souterrain. Et puis bon, le 7 octobre, c'est devenu... À tout réveiller, exactement. Et ça, pourtant, vous parliez des années 68. Vous allez nous montrer dans quelques instants, Stéphane Courtois, que d'abord, l'antisémitisme aussi à gauche, c'est une vieille histoire qui peut remonter même à Proudhon, par exemple. C'est ce qu'on verra avec vous, Stéphane Courtois, et avec Arthur de Vatrigan et Stéphane Simon. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Nous sommes toujours ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi, en ce dimanche, dans votre rendez-vous, le choc des idées, avec Stéphane Simon, Arthur de Vatrigan et notre invité Stéphane Courtois, qui publie notamment cette note sur le site de la Fondation pour l'innovation politique, cette note sur les gauches antisémites, comment le basculement antisémite de l'extrême gauche a eu des conséquences. Alors, il ne vous aura pas échappé que c'est un sujet qui est plus ou moins dans l'actualité depuis quelques mois. On essaye de refaire la genèse de ce phénomène avec Stéphane Simon. Alors, l'antisémitisme en France et à gauche, c'est une vieille histoire, comme on va le voir, qu'on peut, comment dirais-je, débuter à la naissance du socialisme, socialisme français au 19e siècle. Par exemple, avec Pierre-Joseph Proudhon, qui n'a pas écrit que « La propriété, c'est le vol », que tout le monde connaît, mais également cette phrase que je vais citer. « Le juif est l'ennemi du genre humain. Il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer. » Ça, c'est pas signé Adolf Hitler, c'est signé Pierre-Joseph Proudhon. Oui, mais à une époque où, effectivement, on n'était pas encore confronté au régime totalitaire. Donc, des gens pouvaient lancer des phrases comme ça, sans imaginer que ça pourrait avoir des conséquences. Oui, il y avait pourtant des persécutions un peu partout dans le monde qui visaient les juifs aussi. Hein. Oui, enfin bon, en France, ça n'était pas... C'était plus d'actualité. Ça n'était plus d'actualité, c'était fini, les juifs avaient été émancipés par la Révolution française, etc. Donc a priori, c'était bon, comme à cette époque, hein, on peut trouver aussi chez Marx tout un tas de connotations antisémites, etc. Oui, bon. à l'époque, on peut dire que le juif est assimilé à l'argent, au capital, et donc il est honni à ce titre-là. Et plus les Rothschild s'impliquent dans la politique française en général, hein, plus évidemment ils sont stigmatisés, et ils représentent véritablement, effectivement, le veau d'or, comme on disait, hein, l'argent, et sous Napoléon III, et puis après sous la Troisième République, hein, et encore aujourd'hui, c'est tout à fait étonnant, l'hôtel particulier qui est en face de l'Élysée, oui. Qui porte sur son fronton RF, vous pouvez penser que c'est République française, alors que c'était l'hôtel des Rothschild, c'est Rothschild frères. Bon, c'est assez drôle, mais donc... Et ça a toujours favorisé tous les fantasmes complotistes et antisémites de tout acabit, et notamment anticapitalistes, donc de gauche. Alors c'est vrai que à la fin du 19e siècle, les choses ont commencé à prendre une autre tournure, beaucoup plus violente. L'affaire Dreyfus en est évidemment
un exemple caractéristique, puisque là, bon, on se battait dans les rues, les familles explosaient sur l'affaire Dreyfus, etc. Et même à gauche, puisque la gauche marxiste, proprement marxiste, refusait de s'engager au niveau de l'affaire Dreyfus en disant c'est une affaire de bourgeois, c'est pas notre affaire. Il faut quand même dire qu'il n'y a pas que Joseph Proudhon à l'époque. Il y a aussi, on dit tout le temps, la France juive de Drummond, mais enfin Drummond, il a fini député socialiste en Algérie. Absolument, oui, bien sûr. Donc non, mais il y a tout un tas, d'auteurs qui ont été sur cette thématique. Mais bon, à l'époque, ça ne prenait pas du tout les dimensions que ça a pris par la suite, c'est-à-dire cette dimension racialiste, qui est quand même fondamentale, que les marxistes, et c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles la gauche n'arrive pas à comprendre ce problème, les marxistes ne comprennent pas la question raciale. Pour eux, ça n'existe pas, c'est une invention. Peu importe que ce soit une invention, c'est la même chose à la limite que le communisme. Le communisme aussi est une invention idéologique. Le racialisme aussi est une invention idéologique. Mais bon, quand les gens passent à l'action, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Et on pourrait citer cette autre phrase de Marx: quel est le culte profane du juif? L'agiotage. Quel est son dieu profane? L'argent. Ça aussi, ça a eu des conséquences. Arthur de Vatrigan. Oui, parce que l'affaire Dreyfus, passant par là, le récit officiel a inscrit dans le marbre que l'antisémitisme était majoritairement d'extrême droite. Grâce à votre étude et puis d'autres livres, on découvre que non. Quelle était la différence? Est-ce qu'il y avait une distinction entre l'antisémitisme d'extrême gauche et l'antisémitisme d'extrême droite? À certains moments, ils se confondaient. On a donné dans une de nos brochures l'exemple d'un des leaders de la CGT de l'époque, une CGT qui était largement dominée par les anarchistes, et qui, en 1911, d'un seul coup, passe à l'Action française et organise avec l'Action française un meeting où il fait chanter l'Internationale, donc là on est carrément à l'extrême gauche, et où il fait chanter une autre chanson qui apparaît, dont on a découvert l'existence en faisant ce travail, la Youpignole. Bon, sur l'air du Ça ira. Ah, les youpins. Bon, je ne vais pas plus loin parce que sinon, vous allez avoir des problèmes avec l'ARCOM. Non, mais même, vous rappelez, ça c'est de l'histoire, qu'on a chanté au sein de l'Action française un chant appelant à pendre les Juifs, d'une part, et d'autre part l'Internationale, ce qui est quand même particulièrement exotique comme souvenir. Oui, mais bon, et dans le même meeting, il y avait 2000 personnes qui chantaient les deux chants, qui sont pourtant, en principe, des chants antagoniques, mais qui en réalité pas du tout. Mais donc ceux qui chantaient, ils étaient de gauche ou ils étaient de droite? Ils étaient censés être royalistes. Donc de droite? De droite, mais avec un leader venant de l'extrême gauche. Qui les a poussés à changer l'Internationale. Absolument, bon. Donc ce qui prouve une chose, c'est qu'il y a une porosité extraordinaire de ce thème de l'antisémitisme qui couvre tout le champ politique. Ça peut aller de l'extrême droite à l'extrême gauche, y compris en passant par le centre, bien sûr. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est la porosité et la permanence de ce thème qui, selon les moments, disparaît un petit peu en raison d'une conjoncture. Bon, par exemple, après 1945, qu'est-ce qui s'était passé? L'extermination des Juifs. Bon, plus personne n'osait trop évoquer des thèmes antisémites, et puis qui ressurgit inévitablement à d'autres moments en fonction de la conjoncture. Alors, le 7 octobre en est un bon exemple. Alors revenons un peu à aujourd'hui. On a vu cette semaine que Rima Hassan a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme. Et précision, c'est une apologie de terrorisme antisioniste, c'est pas du terrorisme politique d'une autre nature. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, finalement, dans la gauche actuelle, le mouvement décolonial, le mouvement anti-impérialiste, les radicalismes post-marxistes, l'anti-patriarcat, le post-féminisme, tout ça, finalement, a comme, je dirais, comme ennemi commun, le juif qui devient l'archétype de l'oppresseur blanc. Alors, toute cette mouvance, qui est très large, qui couvre toute l'extrême gauche et une partie de la gauche, il faut bien le dire, parce qu'une partie de la gauche est sous la pression de cette extrême gauche, évidemment. Tous ces gens-là, effectivement, se servent d'abord du thème Israël. Israël colonisateur, et puis, depuis le 7 octobre, Israël, et même bien avant, Israël génocidaire. Ça, c'est quand même le plus
le plus important. C'est le renversement du stigmate, si je puis dire, hein, puisque bon, il y a quand même 80% de juifs en Israël. Bon, dont beaucoup de descendants de réfugiés de la Shoah, de survivants de la Shoah. Descendants de réfugiés de la Shoah, dont beaucoup de juifs russes qui se sont exilés parce que sous Staline, puis sous Brejnev et sous Khrouchtchev, il ne faisait pas bon être juif en Russie. Oui. Important soviétique. de le préciser, parce que l'historien que vous êtes le sait et l'a documenté, mais les soviétiques, donc sous le régime communiste en URSS, ont aussi mené des politiques antisémites complètement assumées. Ah mais bien sûr, on a maintenant, ça y est, moi j'ai enfin retrouvé l'origine de l'affaire, un rapport de novembre 1946 du fameux Souslov, qui était l'idéologue en chef du parti soviétique, à Staline, sur le thème de l'antisionisme, mais en réalité, dans le rapport, le mot juif est cité 3 ou 4 fois, donc il n'y a pas d'ambiguïté, et d'ailleurs la suite a été très claire, hein, ça a été une persécution des juifs, d'ailleurs ils ont été largement les juifs soviétiques ont été réellement sauvés par la mort de Staline, hein, parce qu'il était en train de préparer un gigantesque pogrom. Arthur de Vatrigan. Oui, si on voit, il y a une résurgence en effet à partir du 7 octobre, ou en tout cas une libération de la parole, pour parler de l'expression à la mode. Mais est-ce que cette libération de la parole n'a pas été permise par un étouffement volontaire ou involontaire de l'héritage antisémite d'une partie de la gauche ? Ah ben bien sûr, parce que après 1945, à la libération et en 1945, la gauche était totalement dominante. Le Parti communiste était faut quand même rappeler que le Parti communiste, aux élections de novembre 46, c'est le premier parti de France. Plus de 28% des voix. Maurice Thorez a failli, à quelques voix près, être désigné par le Parlement président du Conseil. Et il y avait 1 million de militants. Et il y avait, même s'ils n'étaient pas 1 million, mais en tout cas, un parti extraordinairement puissant et surtout extraordinairement jeune. Hein, parce que la population du Parti communiste a totalement changé entre 1939 et 1945. Hein. On a vidé le panier et on l'a re-rempli avec des jeunes sortis de la résistance qui n'avaient aucune expérience politique, mais on leur a appris en pleine période stalinienne comment il fallait penser. Tout marchait bien. Donc voilà, il faut jamais oublier ça. Or, ce Parti communiste, les Juifs ne l'intéressaient pas. Il était sur une ligne de classe, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, les marxistes n'ont jamais compris ce qu'était la question raciale. Hein, ou culturelle, ou nationale, ou d'origine, ou religieuse. Ou nationale, bien sûr, même si le Parti communiste en 45 récupérait la nation. Bon, mais donc voilà, hein, et ça se voit très bien, par exemple... Donc ça voulait dire que c'était pas un sujet pour eux. Les Juifs n'existaient pas en tant que tels. Absolument. Soit on était communiste, soit on ne l'était pas. Absolument. Et d'ailleurs, il y avait plein de Juifs qui avaient adhéré au Parti communiste, mais qui, d'une certaine manière, ne se sentaient plus Juifs. Ils étaient communistes, ça y était. Ils étaient intégrés dans la nation, etc. Bon. Ensuite, ça s'est moins bien passé parce que, effectivement, les tensions sont revenues. Et les tensions vont revenir, notamment en se cristallisant sur la question israélienne. Comment l'antisémitisme est devenu, ou s'est confondu petit à petit avec l'antisionisme. Où est la frontière ? On va en parler avec vous, Stéphane Courtois, toujours en compagnie d'Arthur de Vatrigan et de Stéphane Simon. À tout de suite sur Sud Radio dans le Choc des idées. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à tous dans le choc des idées. Si vous nous rejoignez, bon dimanche et bon dimanche Pascal. À vous qui nous écoutez sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi, toujours avec Arthur de Vatrigan et Stéphane Simon, en compagnie du meilleur connaisseur et pourfendeur parfois du communisme sous toutes ses formes, Stéphane Courtois, qui est notre invité. Nous parlons de l'antisémitisme de gauche. Évidemment, ce n'est pas le seul, mais il existe. On en parle de plus en plus. Il a une vieille histoire et il se confond de plus en plus avec l'antisionisme. Stéphane Simon. Oui, il y a derrière l'antisémitisme, l'antisionisme, il y a également des puissances étrangères qui sont à l'œuvre, qui alimentent, je dirais, le calcul politique. On va certainement en parler, mais il y a un calcul politique qui est assez simple à comprendre derrière les calculs politiques de LFI. C'est en gros de faire voter les quartiers, et pour faire voter les quartiers, eh bien, il faut avoir un ennemi commun, c'est plus facile. Donc Israël devient cet ennemi commun. Et le juif devient cet ennemi commun. Mais tout ça est attisé, je le disais, par des puissances étrangères, en particulier l'Iran, à travers ses proxys, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis. Et je voudrais citer un rapport annuel, celui
celui d'Europol, que vous reprenez dans votre étude. Je rappelle, l'Europol, c'est l'agence européenne de lutte contre la criminalité organisée, qui nous disait dès l'année 2024, Al-Qaïda et Daesh, autres puissances qui ont toujours fait de l'antisémitisme et de l'antisionisme une valeur ardente. Et Al-Qaïda et Daesh ont continué d'exploiter les événements de Gaza tout au long de l'année 2024 dans le but d'inciter à des attaques et intensifier la violence, en particulier contre des cibles israéliennes et juives, et utilisent ce slogan « Tuez-les tous, où que vous les trouviez ». C'est assez simple. Oui. Stéphane Courtois. Oui, alors effectivement, il y a toujours eu des puissances, puisque notre étude concerne uniquement l'antisémitisme d'extrême gauche et de gauche en France. Il y a toujours eu des puissances extérieures qui sont intervenues d'une manière ou d'une autre. Ça, par exemple, je le citais, le cas de l'URSS, qui en 1948, 49, 50 a lancé de grandes campagnes antisémites, et provoquant y compris des bagarres à Paris, dans des meetings entre juifs communistes et juifs non communistes qui ne supportaient plus ce qui se passait à Moscou, ce qui était en train de se passer à Moscou. Donc voilà. Mais donc ça c'est une chose. L'autre chose, c'est par rapport à ce que vous disiez. Je suis en train de chercher le fil. Sur le vote des quartiers ? Oui, sur le vote des quartiers. Moi, on peut. Il y a différentes interprétations de M. Mélenchon. Les uns vont nous dire que c'est un... Les uns nous le présentent comme un grand intellectuel, bon, je doute, etc. Moi, je connais M. Mélenchon comme un éminent militant trotskiste, c'est-à-dire un militant léniniste, parce que Trotsky et les trotskistes s'étaient ralliés aux thèses léninistes, en particulier le fameux Que faire de 1902 sur le Parti de révolutionnaire professionnel, sur la dictature du prolétariat, sur le centralisme démocratique comme discipline quasi-militaire. Donc voilà, ces choses sont fondamentales. Or, et sur la tactique, c'est-à-dire que au nom de la révolution et de la tentative de faire aboutir une révolution, on a le droit de faire toutes les alliances possibles et imaginables et de les renverser comme on veut. On a très bien vu comment comment Staline a renversé ses alliances en 1939 avant de se les faire renverser en 41, etc. Bon, donc Jean-Luc Mélenchon, c'est un pur léniniste. Il a un petit groupe autour de lui. D'ailleurs, c'est symptomatique. La France Insoumise n'est pas un parti. Jean-Luc Mélenchon a fait en sorte que ça ne soit pas un parti. C'est un mouvement un peu gagé. Voilà. Autour d'un noyau dur. Autour d'un noyau dur, bien entendu. Et d'ailleurs, régulièrement, il est pur. On l'a cité d'ailleurs dans la brochure. À certains moments, il y a trop de monde. Faut dégager, faut resserrer sur le noyau dur. Et pour resserrer sur le noyau dur, rien de tel que de tenir des propos radicaux. Bon, alors génocide à Gaza, c'est radical. Bon. Mais juste pour préciser d'ailleurs ce qu'on disait, à aucun moment effectivement la France Insoumise va dire le juif est un ennemi commun. Ça n'est jamais apparu dans aucun texte. En revanche, il peut y avoir des propos où on parle de génocidaire ou alors de sioniste. Est-ce que pour vous ces termes désignent directement les juifs et sont des messages codés ou pas, Stéphane Courtois ? Oui, c'est évidemment totalement codé, surtout quand la France Insoumise, contrairement à ce qu'elle dit, entretient des relations avec des organisations palestiniennes considérés comme terroristes. Bon, alors je sais bien que M. Bompard, comme d'habitude, affirme haut et fort, nous n'avons aucune relation. Ah ben si, justement, tiens, on en a trouve. Bon, comment ça se fait ? Lesquels ? Avec le FPLP, par exemple. Le Front populaire de libération de la Palestine. Le Front populaire de libération de la Palestine, qui participait aux opérations du 7 octobre. Donc voilà, c'est vraiment... ils se cachent derrière leurs petits doigts. Alors, la vraie question, c'est... et là, en tant qu'historien, nous, on intervient, c'est génocide. Le mot génocide a un sens précis. Il a un sens juridique qui a été établi par une convention de l'ONU en 1948. Il a un sens... Pour les historiens, il a un sens précis, ça correspond à des données précises. Un génocide, ce n'est pas des crimes de guerre, ce ne sont pas des crimes contre l'humanité, ce ne sont pas de vulgaires massacres, c'est tout à fait autre chose. C'est le projet d'exterminer toute une population. Alors, et c'est là que les chiffres sont un peu dramatiques pour M. Mélenchon. Je rappelle simplement qu'à Gaza, en 1948, au moment de la création d'Israël, il y avait 80 000 habitants. Bon, après...
que les Arabes aient perdu leur guerre contre Israël en 48, il y a 200 000 réfugiés qui sont venus, 280 000 habitants. Et alors, à partir de là, nous avons un terrible génocide qui aboutit à, aujourd'hui, 2 200 000 habitants. Ce qui n'enlève rien aux dizaines de milliers de victimes, pas toujours combattantes en faveur du Hamas, lors de l'offensive israélienne après le 7 octobre. Bien entendu, sauf que, attention, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une opération de guerre. C'est une guerre qui a été déclenchée, et une guerre avec même un aspect génocidaire, puisque tous les Israéliens qui étaient là, ou même pas israéliens, puisqu'il y avait beaucoup de travailleurs étrangers, ont été exterminés, les femmes violées, égorgées, les enfants, etc. Bon, donc, inévitable. Alors, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce que finalement, sans cette opération, les gens de Gaza vivraient tout à fait tranquillement. D'autant que M. Netanyahou avait organisé le fait que Gaza était financé par le Qatar, etc. Et on voyait les valises de billets se transporter tranquillement d'un aéroport à l'autre. Bon, d'un seul coup, le Hamas fait cette opération, déclenche effectivement une riposte extrêmement violente, mais qui est une riposte de guerre. On nous dit Israël affame, Israël bombarde, etc. Mais enfin, pourquoi vous croyez que les Anglais n'ont pas cherché à affamer les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale en faisant un blocus radical ? Bien sûr que si. Les personnes à Stalingrad a été rasé, personne n'a crié au génocide. Ce sont des actes de guerre. Il y a Dresde en Allemagne, effectivement. Arthur de Vatrigan. Qui est contesté, en tout cas on se dit avec du recul que c'était pas forcément utile. Oui. Mais pour revenir sur le Mélenchon et la France insoumise, donc ce que je comprends de ce que vous dites et de votre démonstration, c'est que c'est pas un positionnement idéologique, mais c'est une vraie stratégie politique. Et le 7 octobre a été une occasion pour Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise de rassembler son noyau dur et d'attaquer violemment en touchant plus massivement une population électorale visée pour 2027. Mais bien sûr, parce qu'on l'a expliqué dans nos textes. Tout ça vient en réalité... alors, il faut toujours rappeler que Jean-Luc Mélenchon était au Parti Socialiste. À un moment donné, il a sauté du bateau. Quand il a compris que le Parti Socialiste était un peu en difficulté, il a sauté du bateau en pensant que l'occasion était bonne pour créer son propre mouvement. Il l'a fait avant beaucoup de socialistes quand même. Quand Jean-Luc Mélenchon est parti, le PS était plus fort qu'aujourd'hui. Il était plus fort qu'aujourd'hui, bien sûr. Mais enfin, bon, déjà, comme on dit, il y avait de l'eau dans le gaz. Ouais. Bon, mais en 2012... Avant l'élection présidentielle, la chose vient du PS. Il y a cette fameuse fondation du PS qui s'appelle Terra Nova, qui publie un rapport pour la direction du PS en disant, voilà, en gros, la vieille gauche, c'est fini, les ouvriers, ça nous intéresse plus, les classes populaires, c'est pas notre problème, il faut au contraire, depuis mai 68, c'est plus la question sociale qui commande, c'est les questions sociétales, LGBT, etc., bon... OK. Et dans ce panel, on nous explique qu'il faut en particulier penser aux populations musulmanes et à la diversité. Aux populations immigrées qui sont en pleine explosion. On dit il y a 400, 500 000 nouveaux arrivants. Tout ça est accompagné de chiffres précis disant voilà un nouveau vivier électoral dont il faut absolument s'occuper. Et du coup, il faut peut-être s'éloigner des ouvriers parce que les ouvriers... justement, ils ont une certaine tradition, ils apprécient assez peu tout ce qui est LGBT, etc., etc. Bon. Ils sont parfois réactionnaires, ou alors quand ils votent, ça leur arrive aussi de voter Rassemblement National. Oui, on va en parler dans un instant. Quelle est la position de la France insoumise par rapport aux autres gauches ? Comment la guerre électorale, notamment dans les quartiers, se déroule et au profit de qui ? On va en parler avec vous, Stéphane Courtois, en compagnie de Stéphane Simon et d'Arthur de Vatrigan. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio avec Stéphane Simon, Arthur de Vatrigan et notre invité qui n'a pas peur de déranger par ses révélations ou ses analyses. Nous sommes en compagnie de Stéphane Courtois, auteur notamment du mondialement célèbre Livre noir du communisme. Nous parlons aujourd'hui des gauches et de l'antisémitisme de gauche. Nous parlons aussi de la France insoumise. Comment aujourd'hui la France insoumise, petit à petit,
déloge électoralement dans certains bastions électoraux, notamment autour des métropoles, les autres gauches, comme le Parti communiste, comme le Parti socialiste. Est-ce que c'est une conquête, un grignotage qui est voué à se poursuivre jusqu'à ce que les autres gauches disparaissent? Stéphane Courtois. C'est probable, parce que ce phénomène se déroule quand même dans des communes. N'exagérons pas, hein. Il y a quand même 35 000 communes en France. Donc oui. Et il n'y a pas 35 000 métropoles ou banlieues, ça c'est vrai. C'est vrai. Bon. Mais ça se déroule quand on prend Saint-Denis, la Courneuve, etc. Ça se déroule dans des territoires qui sont communistes depuis les années 20 ou 30. Donc, il y a quand même une imprégnation tout à fait incroyable d'une partie de la population. Simplement, cette population a beaucoup évolué, effectivement. Hein. Et les immigrés des années 20, 30, 40, qui étaient soit des immigrés de l'intérieur, des Bretons par exemple, hein, ou des immigrés de l'extérieur, des Italiens ou des Espagnols ou des Juifs d'Europe de l'Est, cette population a été effectivement au fil des ans, et dans les 30 dernières années, à cause d'un phénomène d'immigration massive, remplacée par une immigration d'origine maghrébine ou africaine. Ou subsaharienne. Bon. Est-ce que c'est pas le propre de toute façon des banlieues d'avoir une population qui y reste pendant une génération et qui ensuite va s'installer ailleurs et qui en accueille une autre ou qui est remplacée par la force des choses par une autre? En principe. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est un rôle que le Parti communiste a rempli. Il a acclimaté ces populations à la France et lui-même a été obligé de s'acclimater à une république démocratique. Donc voilà. Le problème avec ces nouvelles populations, c'est que on n'est plus confronté. Alors il y a la France insoumise, bien sûr, qui prend un petit peu la place du Parti communiste, mais par contre, il y a un nouvel élément qu'on oublie, ce sont les islamistes, qui, eux, travaillent le terrain depuis 50 ans. Hein, et qui ne sont pas léninistes pour dessous. Non, ils sont islamistes. Ils sont prêts. Alors, on connaît très bien les méthodes des islamistes, le camouflage, etc., etc. Et puis, avec des pressions très fortes. Mais par exemple, sur les jeunes filles, hein, on voit très bien la pression vestimentaire. Bon, on en a parlé ces derniers jours, etc. Il y a toute une polémique avec le ministre de l'Intérieur, etc. Donc voilà, c'est très important. Et si on prend les chiffres des dernières élections municipales, je prenais par exemple la Courneuve, qui est un cas excellent. Hein, au premier tour, on a 4 candidats d'extrême gauche. Hein. On a de gauche, on a la France insoumise, on a l'EPS, on a l'EPC et on a l'extrême gauche. Quand même extraordinaire, dans la même commune. Hein. Donc voilà, c'est tout à fait étonnant. Et c'est là qu'on a ce maire, monsieur Ali Diouara, qui a déclaré dans une vidéo qu'il a fait disparaître rapidement, cette phrase une ville, un peuple, un maire. Bon. C'était malvenu et ça rappelait effectivement. Non, mais c'est très intéressant parce qu'une ville, c'est pas contestable, c'est la Courneuve. Un maire, c'est pas contestable, c'est lui. Un peuple, monsieur Diouara. Non, les habitants de la Courneuve, ce n'est pas un peuple, ce sont des citoyens. Chaque individu à la Courneuve, s'il a la carte d'identité française, il est citoyen, il vote. Bon, hein, et quand je regarde les résultats électoraux, finalement, LFI gagne à 51,5% avec 4000, un peu plus de 4000 voix sur plus de 17 500 inscrits. Donc, vous voyez, c'est tout le problème. Et puis cette phrase de l'édile, elle n'est pas sans nous rappeler Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Oui, je sais, ça a été rappelé. Mais ça a été rappelé. Je n'irai pas jusque-là, simplement, je reprends le terme de peuple. Hein, et là, on est vraiment dans le communautarisme. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors, on voit... Ce n'est pas la tradition de la République française, c'est tout. Ni de l'extrême gauche, d'ailleurs. Alors, on voit bien qu'il y a des sujets centraux, sociétaux, qui s'écrasent sur la question du soutien aux islamistes, justement. C'est-à-dire que là, on voit que LFI a choisi de faire cause commune, chemin faisant, avec les islamistes, ponctuellement, avec des propos qui se tiennent sur le dos des juifs, et puis sur le dos d'Israël, évidemment. Mais il y a un moment, on peut quand même se dire que tout ça va se fracasser, que ce chemin, cette intersectionnalité
proportionnalité des combats, il peut aussi s'arrêter demain parce que on voit pas comment à terme on peut soutenir le Hamas et dans le même temps être d'accord avec la défenestration des homosexuels à Gaza, considérer que les femmes sont la moitié des hommes, c'est aussi ce que disent ces islamistes-là. Donc il y a un moment, le combat féministe, le combat pro-LGBT, il va s'écraser aussi sur la réalité de ces islamistes. D'une certaine manière, il s'est déjà écrasé sur un personnage emblématique, Monsieur Tariq Ramadan. Qui était l'idole de tout ce milieu dans les forums sociaux, etc. Dans les années 2000. Invité partout, etc. Et puis qui vient de s'effondrer lamentablement. Bon, un condamné en France à 18 ans de prison, etc. Bon, on verra quelle est la suite. Mais en tout cas, il est tout à fait clair que Tariq Ramadan est déconsidéré. Simplement, c'est très important parce que Tariq Ramadan, c'est un pilier de ce qu'on appelle les frères musulmans. Hein, et les frères musulmans, c'est précisément, depuis au moins 1936, ce mouvement apparu en Égypte, en Irak, etc., qui a articulé très fortement religion et politique. Hein. En 1936, les frères musulmans publient un manifeste que j'ai fait publier en France il y a une dizaine d'années. Il n'avait jamais été traduit, c'est quand même incroyable, et où très clairement on disait voilà, on va instaurer le califat, on va instaurer la charia, et en réalité, ces gens-là prenaient modèle sur l'Allemagne nazie. Hein, c'est-à-dire, voilà, un parti s'empare de tout, commande tout, et oblige tout le monde à marcher droit et au pas. Sauf est-ce qu'on est conscient aujourd'hui, à gauche ou à la gauche de la gauche, de faire alliance par moment avec ces gens-là ou pas? Quand je parle de ces gens-là, ce sont les frères musulmans. Alors là aussi, on a un très bon exemple. En 1979, quand l'ayatollah Khomeini s'est emparé du pouvoir dans des conditions littéralement rocambolesques, toutes les universités iraniennes, pleines de marxistes, soutenaient à fond. Jusqu'au moment où, une fois que l'ayatollah s'est réellement emparé du pouvoir, ils ont bien entendu tous été égorgés. Bon, donc voilà, c'est tout. Mais c'est toujours la même chose dans toute révolution. Ce sont toujours les moins radicaux qui sont bouffés par les plus radicaux. Donc pourquoi, dans ce cas-là, une partie de la gauche joue à ça? Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on l'assume? Ou est-ce qu'on considère qu'on sera plus malin et qu'on gagnera à la fin? Autrement dit, est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon pense être plus intelligent que les autres? Oh, bien sûr. Ce monsieur a une certaine opinion de lui-même. Mais ce qui est très symptomatique, c'est son comportement vis-à-vis de monsieur Gage, qui était un de ses meilleurs copains. Jérôme Gage, député socialiste et numéro son 2 ancien du camarade. Parti socialiste, de Glucksmann. Bon, donc voilà, ces gens-là ont été expulsés manu militari d'une manifestation du 1er mai, etc. Traité de sioniste et de génocidaire. Ce sont des choses, je n'ai pas souvenir de ça, sauf en 69, 70, 71, quand les gauchistes voulaient intervenir dans les manifs du PC, etc. Bon, là, c'était chaud. Mais au moins, on savait pourquoi on y allait. Est-ce qu'on sait à quoi on joue et est-ce qu'on pense qu'on aura le dernier mot? Ah, il y en a qui jouent au plus fin, bien entendu. Hein, et puis il y en a qui sont pas très malins. Bon, je ne citerai personne, mais au Parti socialiste, il y en a qui font semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Hein. Or, en réalité, effectivement, Jean-Luc Mélenchon et son équipe rapprochée ont mis en place une tactique pour récupérer les centaines de milliers de voix dont M. Mélenchon aura besoin pour accéder au deuxième tour de la prochaine présidentielle. Ça marchera ou ça marchera pas, je ne suis pas Madame Soleil. Hein, mais bon, l'objectif, c'est ça. Arthur de Vatrigan, vous avez 20 secondes. C'est ça, en effet. On se radicalise pour passer au deuxième tour, d'autant plus que le ticket d'entrée pour un deuxième tour va être a priori bas. La question, c'est le deuxième tour. Comment un trotskiste dans son cerveau pense une stratégie comme ça de rassemblement? Il est capable de changer complètement de programme entre deux tours? Ah bah, là, on va vous jouer pour un deuxième tour le grand air du fascisme et de l'antifascisme. Oui. Bon, c'est écrit d'avance. Qu'est-ce que ça donnera? Parce qu'il est quand même assez probable que un candidat du Rassemblement national sera au deuxième tour. Oui. Bon. Et il est favori dans les sondages aujourd'hui. Oui, mais vous savez, les sondages à un an d'une élection, moi je... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peu de chances qu'un candidat insoumis batte le RN au second tour des présidentielles. Aujourd'hui, c'est pas possible. Alors là, vous savez,
savez... J'ai dit aujourd'hui. Souvenez-vous de la manière dont M. Macron, dissolvant l'Assemblée nationale, est persuadé que la gauche est tellement divisée que ça va passer tout seul. Et résultat, en une nuit, toute la gauche qui s'insultait à longueur de journée se rassemble dans un nouveau Front populaire. Je terminerai par ça. Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, pour vous, c'est pas possible de l'exclure? Ce n'est pas possible de l'exclure, bien entendu. Ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane Courtois d'être intervenu ce dimanche sur Sud Radio. Je rappelle vos nombreux ouvrages, notamment le dernier, Lénine, l'inventeur du totalitarisme. C'est passionnant. Je vous conseille d'ailleurs de vous plonger plutôt dans cette histoire absolument sanglante, mais à laquelle on doit beaucoup, parce que ça a laissé beaucoup de traces jusqu'en France. Lénine, l'inventeur du totalitarisme, c'est publié chez Perrin. Merci Stéphane Simon. Merci. Merci à vous Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect. L'Incorrect, je le rappelle, présent dans vos kiosques. Audiovisuel public, J'accuse par Charles Laloncle. C'est en couverture du magazine, c'est donc dans vos kiosques. La suite de votre journée, c'est avec Laurent Permas. La vie devant nous, c'est juste après les informations de midi. Joyeuse Pâques à tous.